Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup au PPV de nous accueillir aujourd'hui pour parler du pacte vert en amont des élections européennes qui approchent à grands pas. Du coup, sur la diapo suivante, on vous propose aujourd'hui de dérouler plusieurs aspects de ce bilan du pacte vert. Déjà, de revenir de manière assez globale sur l'impact en fait des élections européennes sur le climat et la biodiversité, autrement dit, leur importance en fait pour l'avenir des politiques climatiques et environnementales, notamment nationales. Ensuite, de vous faire un petit peu un panorama de ce qui a été adopté sous cette mandature européenne de 2019 à 2024 sur le climat et l'environnement, en terminant par un texte assez emblématique sur la restauration de la nature qui symbolise un petit peu les critiques et les oppositions au pacte vert, de revenir sur sur les projections des sondages au niveau européen et français pour la prochaine mandature et d'évoquer les propositions du pacte du pouvoir de vivre qu'on a alimenté notamment euh, avec le réseau Action Climat et Humanité Biodiversité pour cette prochaine mandature. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Nathan. Bonjour, merci Caroline pour cette introduction. Donc les élections européennes, j'espère que vous en avez un petit peu entendu parler. Donc elles vont se tenir du 6 au 9 juin dans les 27 pays de l'Union et pour la France métropolitaine, ce sera le 9 juin. Donc pour rappel très rapidement, on a un seul tour aux élections européennes, c'est un scrutin proportionnel. Et les citoyens et citoyennes européens, environ 450 millions au total. Et donc, pour ceux qui ont atteint la majorité, ils seront appelés à élire 720 eurodéputés, donc 81 pour la France. C'est deux de plus que la mandature précédente, puisqu'on avait 705 députés à l'échelle de l'Union suite au Brexit. Et donc, la France, c'est le deuxième pays le plus représenté au Parlement, puisque c'est fonction notamment de la population. Et donc, on est le deuxième pays après l'Allemagne. Et donc, c'est un enjeu particulièrement important. On a une responsabilité. Très vite, encore une fois, parce que vous l'avez peut-être déjà évoqué dans des webinaires précédents, quel est le rôle des eurodéputés? Ils sont chargés d'élire le ou la présidente de la Commission européenne. Donc, actuellement, c'est Ursula von der Leyen qui se présente pour un second mandat. Ils évaluent également les candidats commissaires. Ils peuvent influencer le programme de la Commission européenne et ils adoptent des lois à égalité avec les États membres, donc ce qu'on appelle le Conseil. En revanche, ils n'ont pas de pouvoir d'initiative législative, contrairement aux députés nationaux en France, par exemple. Et alors, pourquoi est-ce que ces élections, elles sont importantes, elles sont majeures pour le climat et la biodiversité? Parce qu'on estime qu'environ 80% de la législation environnementale en France, elle provient de l'Union européenne. Euh, on a par exemple sur la droite un certain nombre de compétences, c'est pas exhaustif, hein, de l'Union européenne qui sont en lien avec les sujets environnementaux. Donc rapidement, on a le changement climatique, la pollution de l'air et des eaux, ce qui concerne la gestion des déchets, la biodiversité, sur laquelle je m'attarderai un petit peu en évoquant la loi restauration tout à l'heure, mais il faut savoir que l'Europe, c'est vraiment une échelle essentielle qui a été moteur pour la préservation de la biodiversité, avec notamment la directive Oiseaux, qui date de 1979, qui était vraiment un texte précurseur, qui a été révisé en 2009, et la directive Habitat de 1992. Et toutes les deux ont permis la création du réseau Natura 2000, qui est un réseau d'espaces naturels, de plusieurs milliers d'espaces naturels dans toute l'Europe, sur terre comme en mer. Ensuite, on a la prévention des risques industriels et chimiques, la gestion des pêches, l'agriculture, qui est évidemment un sujet essentiel avec la politique agricole commune, et enfin un certain nombre de financements, par exemple les programmes LIFE, un certain nombre de fonds de développement du milieu rural, etc. Du coup, on peut passer maintenant à la manière dont la Commission européenne, le Parlement européen et les États sous cette mandature ont adopté en fait un paquet de législation environnementale le plus ambitieux de l'histoire de l'Union européenne, et c'est le Pacte vert. Donc, le Pacte vert
Juridiquement, c'est une feuille de route qui fixe l'objectif à l'Union européenne d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et dans cette feuille de route, en fait, on va trouver un ensemble de textes à la fois juridiquement contraignants, donc des directives et des règlements, et à la fois des textes de droit mou, entre guillemets, qui sont plutôt des stratégies, des plans d'action qui donnent en fait la direction que la Commission insuffle à la prise de décision réglementaire sur tous les secteurs de l'économie pour atteindre cette neutralité climatique. Donc c'est vraiment en fait une ambition assez transversale qui va toucher à l'ensemble, quasiment à tout en fait les domaines législatifs de l'Union européenne, alors avec des limites bien sûr. Euh, et ce Green Deal, il a pu advenir en 2019, notamment parce que on a eu une forte pression de la société civile et des mouvements des marches pour le climat, par exemple, en amont des élections européennes, qui ont un petit peu contraint la candidate présidente à la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de proposer ce pacte vert, notamment à son parti, le Parti populaire européen, donc la droite chrétienne européenne, groupe au sein duquel siègent les Républicains. Qui n'était pas forcément enclin en fait à une telle ambition sur le climat. Donc, concrètement, dans le Green Deal, l'aspect qui compte au sens où, enfin, les textes en fait qui contraignent juridiquement les États à se transformer, c'est le paquet Fit for 55, parce que c'est un ensemble de 14 textes qui visent à ce que l'Union européenne réduise collectivement de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer plutôt sur le bilan. On peut passer à la slide suivante du coup. Merci. Donc, avant d'aller sur l'ensemble des victoires du Pacte vert, je voulais juste introduire une nuance. C'est que, bien sûr, ce paquet est très ambitieux par rapport à ce que l'Union européenne a mis sur la table jusqu'à présent, mais c'est un paquet qui reste en deçà des recommandations des scientifiques, enfin du GIEC, pour maintenir une trajectoire de réchauffement climatique comprise entre 1,5 et 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2100, donc c'est-à-dire pour en gros tenir l'accord de Paris. Par exemple, si on prend pour indicateur l'objectif pour 2030 de moins 55% de réduction de gaz à effet de serre, il aurait fallu pour respecter l'accord de Paris avoir une diminution de moins 65% de ces émissions. Et donc, on part quand même voilà, avec une ambition qui n'est pas suffisante. C'est important de l'avoir en tête, notamment pour contrer les discours qui disent que l'Union européenne en fait déjà beaucoup trop pour le climat et l'environnement. Mais néanmoins, il y a des vraies victoires qui ont été obtenues sous ce mandat. Et en font partie, par exemple, celle d'avoir acté pour 2035 l'interdiction de vente de voitures neuves à essence diesel et voitures hybrides d'ici 2035. C'est un texte important parce qu'il donne en fait un cap de transformation assez clair au secteur automobile, alors que le transport, ça représente la majorité des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Et c'est notamment un cap, par exemple, que les constructeurs français appellent à garder parce qu'il est important justement pour permettre d'anticiper les transformations. On a aussi un objectif assez ambitieux qui a été obtenu sur notre part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen, avec l'objectif de 42,5% de NR à atteindre d'ici 2030, contre 23% aujourd'hui. Et cet objectif-là, il a été notamment considérablement rehaussé à cause en fait, ou grâce à, même plutôt à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait se rendre compte à l'Union européenne de ses dépendances stratégiques, notamment vis-à-vis des énergies fossiles, à des États tiers. Et en fait, cette crise-là a conduit au plan REPowerEU,
qui a notamment permis en fait de renforcer l'ambition de l'UE sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, pardon, qui sont les deux leviers aujourd'hui avec la sobriété aussi, qui nous permettent de nous désengager le plus rapidement possible des énergies fossiles, donc de renforcer notre indépendance stratégique et en même temps de lutter contre le réchauffement climatique de manière efficace. Je terminerai peut-être par un dernier exemple. C'est celui du plan de relance qui a été mis en place en fait en réaction à la crise du Covid en 2020, avec des montants conséquents, environ 700 milliards d'euros en subventions et en prêts pour aider les États à faire face à cette crise. Et en fait, dans ce plan de relance, l'ambition du Green Deal a été maintenue parce qu'on a quand même réussi à obtenir un fléchage de 40% de ces montants vers le climat et la biodiversité. Donc ça représente 250 milliards d'euros pour le climat et la biodiversité, et c'est une somme massive en fait par rapport à ce qui avait été engagé précédemment. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, ici, j'ai juste listé rapidement les impacts concrets et les co-bénéfices de toutes ces politiques climatiques du Green Deal qui proviennent d'un rapport du think tank Strategic Perspectives. Par exemple, on peut citer voilà, ce doublement des capacités en ENR d'ici 2030, le triplement du taux de rénovation annuel des bâtiments d'ici 2030 également, la création de 475 000 emplois nets grâce aussi à ces transformations. Et je pense qu'ensuite, je vais laisser la parole à... Ah non, pardon. Oui, donc c'était juste pour souligner ici les incohérences du pacte vert et les manquements, en fait, qui sont notamment à pousser sous la prochaine mandature, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de plan d'investissement, par exemple, à long terme pour financer toutes ces transformations jusqu'en 2030 ou 2050, parce que le plan de relance que je vous mentionnais à l'instant, il s'arrête en 2026. Et c'était un plan de relance, une réponse à une crise qui n'a pas permis de construire une réponse durable de financement dans le temps, notamment pour laisser le temps au projet de se construire dans les pipelines en fait, pour absorber ces financements massifs. Voilà, il y a plein d'autres manquements, mais notamment, on n'a pas d'accompagnement suffisant des ménages les plus précaires face à ces transformations, qui payent souvent le coût de la transition écologique. Et puis, l'échec aussi de la politique agricole commune qui n'a pas été suffisamment verdie, sans parler des récents reculs sur les maigres conditionnalités environnementales qui avaient été introduites suite à la crise agricole. Voilà, donc là, je pense que normalement, c'est à Nathan, mais je... Oui, merci Caroline. Alors, vous avez dû le constater, on est dans un contexte là depuis en tout cas quelques mois, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, qui n'est pas vraiment au progrès sur les questions environnementales. Il faut savoir que le Green Deal, quand il a été présenté en 2019, donc comme le disait Caroline par Ursula von der Leyen, qui est de la droite européenne, c'était pas uniquement un texte enfin un projet qui avait vocation à traiter des enjeux environnementaux, vu comme une ambition pour les entreprises de vraiment réorienter les financements et de faire la transition qui était jugée à l'époque absolument essentielle, y compris en fait à droite de l'échiquier, en tout cas par la ligne portée par Ursula von der Leyen qui a un peu changé son fusil d'épaule hein, au fur et à mesure de son mandat et de la baisse des préoccupations environnementales ou alors, dans certains cas, du fait qu'il y a un certain nombre d'acteurs mobilisés. Donc, c'était le cas notamment lors de la crise agricole, avec malheureusement le sujet environnement qui a crispé les tensions et qui a été vu probablement comme une réponse un petit peu facile d'allègement des normes à apporter par les dirigeants. Donc, on a eu tout d'abord des chefs d'État, plusieurs, qui ont appelé à des pauses réglementaires, à un certain nombre de critiques des normes environnementales. On a eu malheureusement sur les questions agricoles et de biodiversité un recul qui était le rejet au Parlement d'un règlement qui prévoyait de réduire l'usage et les risques des pesticides, qui était à notre sens majeur pour la santé humaine, la santé des agricultrices et des agriculteurs et des riverains, des consommateurs également.
Caroline vient de le citer, il y a eu des reculs encore très récemment sur les conditionnalités environnementales de la PAC, c'est-à-dire les contreparties en fait au versement d'aide de l'Union européenne qui permettaient d'orienter les pratiques agricoles pour qu'elles soient les plus favorables possibles pour le climat et la biodiversité. Euh, et enfin, donc le risque de non-adoption du règlement sur la restauration de la nature, sur laquelle je vais m'attarder un petit peu. Donc le règlement restauration de la nature, il a été salué comme un texte particulièrement ambitieux. Je parlais en introduction des directives oiseaux et habitat, et ben c'était un petit peu dans cette lignée-là, puisqu'il visait non plus seulement à protéger les écosystèmes, mais à restaurer ceux qui ont été particulièrement détériorés, avec entre autres l'objectif donc de restauration de 20% des écosystèmes terrestres et marins d'ici 2030, avec une volonté également d'inverser le déclin des populations de pollinisateurs, de mettre en place aussi des mesures pour prévenir la détérioration, et enfin, même si cette liste n'est pas exhaustive, de rendre obligatoire des actions pour restaurer les populations d'oiseaux. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce qu'on a des espèces qui sont menacées en Europe. On a par exemple 40% des poissons d'eau douce qui sont menacés par des pollutions notamment. Euh, alors il y a des groupes pour lesquels ça peut paraître moins évident. Je parlais des oiseaux à l'instant, on voit 13%, on se dit finalement c'est pas trop mal, mais on a de fortes disparités. Par exemple, les oiseaux des milieux agricoles ont subi ces dernières décennies des pertes très importantes de leur population. Notamment du fait de l'agriculture intensive et aussi de la destruction de leurs habitats. Il faut savoir qu'on a 81% des habitats naturels qui sont en mauvais état de conservation en Europe. Et c'est pour ça qu'il est majeur de se mobiliser pour les élections à venir. On aura l'occasion de le redire. Mais l'Europe, ben, ça représente 450 millions de citoyens, c'est 27 États. Et donc avoir des mesures ambitieuses pour la biodiversité et pour le climat à cette échelle, ça peut vraiment changer la donne et c'est fondamental. Et donc, malheureusement, ce règlement sur la restauration de la nature, il a eu un parcours semé d'embûches, puisqu'il a déjà été amoindri à sa première lecture au Parlement il y a bientôt un an, en juillet 2023. Ensuite, le trilogue, donc c'est-à-dire la Commission, le Parlement et le Conseil, sont parvenus à un accord qui est donc repassé devant le Parlement, où il a été adopté en février après un- une proposition de suppression qui a été retoquée à 6 voix près, donc ça s'est vraiment joué à pas grand-chose et on a eu peur que ce texte, malheureusement, n'aboutisse pas. Et théoriquement, c'était la dernière étape majeure et on n'était plus très inquiet, puisque la dernière étape qui devait être une formalité, c'était l'adoption par le Conseil de l'Union européenne. Et en fait, la Hongrie a annoncé quelques jours avant le vote qu'elle s'opposait au texte, alors que jusqu'à présent, elle s'était montrée en accord avec ce règlement. Et donc, de ce fait, la majorité qualifiée n'était plus atteinte. Donc, la majorité qualifiée, en fait, il faut que les États il faut que 55% des États de l'Union, c'est-à-dire 15 États sur 27, et qui représentent 65% de la population européenne, soit, soit en accord avec un règlement. Donc c'est cette fameuse majorité qualifiée. Et comme elle n'était plus atteinte, eh bien, la présidence belge a choisi de retirer ce texte de l'ordre du jour. Donc il n'a pas été adopté formellement en mars. Et on espère qu'il sera très prochainement à l'agenda, peut-être en juin, pour une dernière fenêtre. Mais là encore, il est évident que les élections à venir vont avoir une influence sur l'adoption ou non de ce règlement qui serait absolument essentiel. Caroline, je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup. Voilà, donc du coup, avec tout ça en tête, ce bilan de l'action climatique et les reculs en cours qui ont déjà démarré, notamment sous l'emprise de certains partis plutôt donc du PPE et de l'extrême droite globalement. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les sondages au niveau européen, c'est une percée assez majeure, enfin voire historique en fait, des deux groupes politiques européens d'extrême droite
c'est-à-dire les conservateurs et Identité et démocratie. Donc, pour ramener ces deux groupes au contexte français, dans Identité et démocratie, pardon, vous avez le Rassemblement national qui siège, et dans les conservateurs, vous avez Reconquête. Donc là, ce qu'on observerait en gros avec ces élections la semaine prochaine, c'est que l'extrême droite, donc ces deux groupes politiques, pourraient potentiellement en fait passer troisième groupe le plus influent. Enfin, en tout cas, les deux rassemblés ensemble, une force d'extrême droite, la troisième force la plus nombreuse dans l'hémicycle. Après, donc le PPE qui resterait premier parti, la droite chrétienne, et puis les socialistes européens qui resteraient deuxième parti. Ce qui ferait du coup en fait shifter entre guillemets les majorités à la droite, extrême droite en fait du Parlement, et ce qui est assez inquiétant au vu de ce que proposent en fait les partis dans leur programme. Par exemple, en tout cas, Reconquête et le Rassemblement national proposent dans leur programme l'abolition du Green Deal dans son entièreté. Et donc, ils ciblent en particulier certaines mesures, dont la fin de vente des véhicules thermiques ou la réouverture des directives Habitat et Oiseaux notamment. Mais voilà, c'est vraiment leur projet en fait d'aller contre ce qu'ils appellent cette écologie punitive. Donc c'est assez inquiétant par rapport à tous les acquis qui ont été négociés sous cette mandature. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est une perte en fait des sièges des écologistes qui symbolisent quand même cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc, qui affaiblirait aussi la pression qu'on peut mettre sur ces sujets-là, en fait, ensuite sur le jeu institutionnel européen, parce qu'évidemment, le résultat des élections, après, ça a une influence sur le renouvellement de l'ensemble des institutions. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, juste pour refléter un petit peu qu'on retrouve ces tendances en France avec les sondages qui cristallisent, voilà, aujourd'hui une victoire assez écrasante du Rassemblement national, suivie ensuite par donc, les partis de la majorité présidentielle et la liste conduite par Raphaël Glucksmann, PS Place Publique. Et juste ensuite, sur la slide suivante, je voulais donc revenir sur qu'est-ce qui va se passer après les élections, en fait, et en quoi les élections influencent la nouvelle mandature européenne. Donc, une fois les élections passées, il y a un autre moment important, en fait, au niveau européen qui concerne une autre institution, c'est le Conseil européen, qui regroupe les 27 chefs d'État et de gouvernement, et qui, en fait, ensemble, doivent se mettre d'accord sur un document de 3 pages qui s'appelle l'agenda stratégique. Et dans ce document, en fait, ils listent leurs priorités politiques pour les 5 ans à venir au niveau européen. Et là, ce qu'on voit à ce stade de ce document qui a fuité notamment au mois d'avril, c'est que le climat, en fait, ne constitue pas une priorité politique du Conseil européen. Il a été incorporé dans le pilier compétitivité du document, compétitivité économique. Et donc, c'est hyper inquiétant, notamment par rapport à 2019, où l'agenda stratégique contenait un pilier atteindre la neutralité climatique, en gros, en 2050. Donc là, on voit vraiment un réel changement de narratif sur le climat qui infuse aussi auprès des chefs d'État avant les élections. Donc, on n'a pas encore eu le résultat des élections qui pourrait attester de ce voilà, rejet des textes climatiques, etc. Mais même avant ça, en fait, les chefs d'État se sont positionnés d'une manière moins disante sur le climat. Ensuite, on aura au mois de juillet donc, les premières plénières du Parlement européen. Euh, et puis l'élection en septembre de la Commission européenne, de la présidente pardon, de la Commission européenne, qui aura d'ailleurs en amont en juillet, j'ai oublié de le signaler, présenté son programme de travail pour les 5 ans à venir, qui découlera de l'agenda stratégique adopté par les chefs d'État, d'où l'importance de ce document. Et puis ensuite, avant l'entrée en vigueur de toute la Commission européenne, il y aura les auditions des commissaires candidats proposés par les États, donc les différents gros ministres de la Commission européenne, qui doivent être adoubés par les eurodéputés. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
Ou sinon, on passe aux questions. OK. Bah, du coup, sur les propositions du pacte de pouvoir de vivre, un petit peu pour faire juste le lien avec, selon nous, en fait, qu'est-ce qui doit être mis, qu'est-ce qui doit être poussé en avant comme priorité sur l'environnement et le climat sous la prochaine mandature. Ce qui est important, effectivement, c'est de continuer à pousser pour certaines thématiques qui ont été un petit peu sous-évaluées sous ce mandat. Donc, par exemple, la question de l'accessibilité des solutions, c'est quelque chose qui est fondamental et qui pourrait être, par exemple, mieux géré par par l'Union européenne via une proposition de rehausser les montants du Fonds social pour le climat, qui est un fonds qui va être mis en place pour cibler les ménages les plus précaires, pour leur dédier notamment des aides à la rénovation thermique des bâtiments ou à l'acquisition d'une voiture électrique, par exemple. C'est aussi valable pour le prix du train, par exemple. Nous, l'une de nos propositions phares pour cette prochaine mandature, c'est de déployer en fait le ferroviaire à la fois fret et à la fois normal pour décarboner la mobilité et s'assurer que le prix du train est diminué. Et puis ensuite, sur la slide suivante, oui, concrétiser les avancées du Green Deal, donc je l'évoquais tout à l'heure, mais effectivement, le financement de long terme en investissement public et privé jusqu'en 2050, c'est vraiment un écueil du pacte vert pour le moment. En gros, la BEI, la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, la Banque centrale européenne sont toutes formelles. Il manque environ 500 milliards d'euros publics et privés par an d'ici 2030 pour déployer le Fit for 55, donc pièce majeure du pacte vert. Et face à ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et l'une des réponses qui pourrait être mise en place par l'UE, c'est un plan d'investissement, financé notamment par de nouvelles taxes qui iraient justement taxer les super pollueurs et pas les ménages les plus précaires comme c'est prévu actuellement. On pense notamment à la mise en place d'un impôt sur la fortune climatique et sociale, par exemple. Je vais peut-être laisser la parole à Nathan, du coup. Oui, merci. Et donc, pour terminer, davantage d'ambition aussi pour protéger les citoyennes et les citoyens dans toute l'Union européenne, puisque agir sur la réduction des gaz à effet de serre, mais c'est aussi prendre soin de la santé des uns et des autres, et notamment des personnes les plus vulnérables. La question de la sobriété énergétique, elle est majeure aussi pour des enjeux sociaux, évidemment. Donc avec cet objectif de réduire l'empreinte et la facture des ménages et de lutter aussi contre la volatilité des prix de l'énergie qui peuvent du jour au lendemain mettre beaucoup de citoyennes et de citoyens dans la difficulté. Les pesticides, je l'évoquais tout à l'heure, ça reste un enjeu majeur pour avoir des sols vivants qui permettent de produire une alimentation saine, d'avoir des eaux qui soient de qualité également. Et enfin, un plan d'adaptation au changement climatique, parce qu'au-delà de la réduction des gaz à effet de serre, on sait qu'on est déjà engagé sur une trajectoire qui est inquiétante et qu'il faudra là encore prendre soin des populations les plus vulnérables dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Peut-être du coup arrêter le partage d'écran. Vous pouvez poser vos questions dans le... Vous avez déjà commencé à le faire en l'occurrence dans les questions-réponses. Juste parce que Caroline t'a répondu directement, mais je la repose quand même au passage sur l'ENR. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on peut considérer comme ENR et si à terme le nucléaire pourra être considéré comme énergie renouvelable? Oui, désolée pour ça, j'ai fait une fausse manip en fait et ça a effacé la question, c'était pas volontaire. Mais alors oui, donc du coup la question c'était est-ce que dans énergie renouvelable on intègre le gaz et le nucléaire, c'est ça? Ouais. Donc non. Au niveau européen, les énergies renouvelables, c'est uniquement les énergies propres, donc éolien, photovoltaïque, etc. En revanche, il y a eu comment dire, une stratégie de la France qui a essayé de pousser pour faire notamment reconnaître l'hydrogène produit à partir d'énergie nucléaire comme une énergie renouvelable en abaissant certains seuils, etc.
puisque la France en fait essaye à Bruxelles depuis plusieurs années de faire accepter le nucléaire comme une énergie renouvelable, une énergie verte, ou en tout cas de donner au statut des énergies décarbonées le même statut que les ENR dans les textes européens. Mais ça n'a pas marché globalement. Donc là, dans la directive sur les énergies renouvelables, on n'a pas le nucléaire, on n'a pas le gaz fossile, heureusement. Et voilà. Donc, du coup, est-ce que à terme, ça pourrait être introduit? Oui, c'est possible parce que il y a enfin, il y a une alliance, notamment composée par certains États pour voilà, investir davantage cette énergie nucléaire et lui donner un statut en fait plus important dans les textes européens. Donc, c'est possible. En tout cas, ça fait partie des priorités politiques de beaucoup enfin, de plusieurs États, même s'il y a quand même d'autres États comme l'Autriche, etc., qui s'opposent fondamentalement à cette énergie. Donc, c'est compliqué pour la France de faire accepter cette demande. Mais par exemple, dans le programme de Renaissance pour les élections européennes, les renouvelables sont mentionnés, mais le focus est mis sur le triplement de la production du nucléaire d'ici 2050, notamment grâce au nouveau nucléaire, au SMR, voilà, et les financements qui doivent aller avec. Donc, c'est un enjeu important. Ok. Merci beaucoup. Il y a une question que je vais reformuler en fait sur la mobilisation. On voit du coup, je ne sais pas comment le dire, il y a des formes de paradoxe en fait entre la priorité dans les sondages où les Français continuent à dire que la transition écologique au niveau européen c'est super important, les votes qui correspondent pas à cette priorité-là, et aussi depuis un certain temps une forme de, je sais pas si euh, c'est pas du bashing sur l'écologie, mais en tout cas un peu quand même. Vous, comment vous ressentez, comment vous considérez qu'on pourrait remobiliser sur la question environnementale en tant que membre d'organisation de la société civile dans ce contexte-là? Tu veux commencer, Caroline, ou... Ok, alors en quelques mots, à mon avis, un enjeu qui passe un peu sous les radars, c'est vraiment la question de la santé, les impacts en fait, à la fois des changements climatiques et de la dégradation de la biodiversité, du déclin de la biodiversité, avec, je l'évoquais tout à l'heure, des pesticides qui se retrouvent dans l'eau, avec, même s'il y a des améliorations sur la qualité de l'air, mais toujours une portion non négligeable de la population qui est au quotidien exposée à des polluants. On parle évidemment de la question des passoires thermiques qui sont invivables pour bon nombre de personnes. Euh, voilà, en fait, on essaye de sortir un petit peu du narratif, notamment pour nous, sur les questions de biodiversité, que voilà, préserver la biodiversité, c'est les papillons, les oiseaux, les fleurs. Alors, c'est aussi ça, parce que pour nous, c'est important, mais ce n'est pas que ça a vraiment des implications concrètes, également pour la production alimentaire, qui est juste un enjeu essentiel de base et dont on a besoin de garantir la pérennité avec des sols qui soient vivants et qui puissent fonctionner d'une manière qui permette locale et diversifiée, qui soit saine pour toutes et tous, avec encore une fois l'enjeu d'accessibilité, puisque on n'a pas évoqué en détail la question du bio, par exemple, mais là aussi on pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des incitations publiques qui permettent au plus grand nombre de s'alimenter sainement. Oui, moi, je pense que je plus sois dans, dans le sens de Nathan, c'est que il faut effectivement, même si le climat, et c'est assez étonnant d'ailleurs que ce soit pas plus traité, par exemple, dans la campagne des européennes, parce que le climat, ça reste parmi les 3 premières priorités des électeurs français et européens quand même. Et il y a un cadrage quand même entre, en gros, Renaissance et RN qui fait dans cette campagne qu'on n'évoque pas non plus beaucoup le climat, puisque c'est pas dans leur priorité, voire c'est un sujet d'opposition pour le RN. Mais au-delà de ça, oui, je pense qu'il faut davantage
davantage développer ces narratifs de lien entre, en fait, lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter aussi pour le pouvoir d'achat, puisque se désengager des fossiles, par exemple, ça fait baisser la facture d'électricité à terme. C'est pareil pour la santé, tu l'évoquais, c'est pareil aussi. Nous, je pense que côté ONG, il faut impérativement qu'on intègre l'impératif de justice sociale quand on parle de ces nouvelles réglementations, parce que c'est la condition pour la réussite de la transition. Et donc, ça passe par des mesures, on l'évoquait tout à l'heure, de fiscalité juste, notamment, des mesures d'accompagnement aussi auprès de ceux qui ne peuvent pas, en fait, faire ces transformations. Mais malheureusement, ce n'est pas des choses qui sont proposées aujourd'hui dans les deux parties qui font le plus de voix dans les sondages. Voilà, je pense que c'est vraiment des choses à mettre en avant pour remobiliser sur la question climatique. Merci. Je dis au passage, parce que c'est demandé dans le chat, on enverra le slide aux personnes qui le souhaitent. Le webinaire sera en replay et on enverra, il y aura la proposition d'envoyer la présentation, j'aurais dû le dire en introduction. Il y a des questions qui tournent autour, hein. Je ne suis pas sûr de comprendre, Bernard, ce que tu demandes sur la partie démocratie, mais en tout cas, ça rejoint un peu ce que on vient de se dire. En gros, si j'essaye de résumer, est-ce qu'il y a une compatibilité entre l'écologie et la démocratie, quoi? Est-ce que les enjeux là doivent être dépassés? Je ne sais pas comment sont posées les questions, en tout cas sur cette partie de proposition de démocratie, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez euh, comment c'est dit, ouais. Peut-être là-dessus, je pense qu'il faut l'amener autrement, c'est-à-dire qu'il faut agir démocratiquement sur le climat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des processus. Si la question sous-entend que ce qui a été adopté en gros à Bruxelles, c'est pas démocratique, je pense que là-dessus, il faut quand même pas oublier que même si on peut critiquer le processus législatif européen, c'est quand même un processus démocratique et je pense qu'on ne peut pas dire le contraire au sens où il y a une assemblée qui représente les citoyens qui sont élus, un parlement qui négocie du coup avec 700 députés qui représentent le peuple sur les textes sur l'environnement, aux côtés des ministres des États qui représentent des gouvernements aussi élus, enfin bref, selon les systèmes parlementaires ou pas de chaque État. Mais la commission, parce qu'on accuse souvent la commission d'imposer des normes, etc., elle fait que proposer les lois. Après, elles sont négociées, elles sont débattues entre les élus, en fait. Et c'est des processus qui sont longs et qui sont complexes parce qu'on négocie à 27, et donc aussi qui sont peut-être peu clairs et mal perçus depuis les États membres. Mais c'est un processus qui est démocratique quand même et que, en tout cas au niveau français, voilà, les élus français et le gouvernement français valident en fait ces textes-là à un moment donné. Mais par contre, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux pour renforcer la démocratie au niveau européen. Par exemple, en assouplissant les initiatives citoyennes européennes. En fait, c'est des mécanismes par lesquels on peut, si on récolte un certain nombre de signatures dans au moins 7 États membres, on peut mettre à l'agenda à Bruxelles une nouvelle loi. Ça a été le cas, par exemple, sur les pollinisateurs. Alors, je crois que malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais en tout cas, il y avait eu une initiative citoyenne là-dessus. Et c'est le cas en ce moment aussi sur la proposition d'un impôt sur la fortune climatique et sociale. Le problème, c'est que les seuils aujourd'hui de récolte de signatures, ils sont encore hauts pour que pour que ce levier-là fonctionne bien. Et donc, une des solutions, par exemple, ce serait d'abaisser ces seuils, quoi. Je sais pas si Nathan, tu veux compléter ou... J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, oui, effectivement, sur les liens entre démocratie et écologie, nous, on considère que c'est essentiel que, d'une part, il y ait vraiment une transmission de l'information, que les citoyennes et les citoyens partout en Europe aient accès facilement aux informations sur l'état de l'environnement, sur les décisions qui sont prises, etc. Et dans l'autre sens, qu'effectivement, les, les élus portent et le courage de porter des revendications qui sont
souvent majoritaire. Enfin, je veux dire, qui va être contre le fait d'avoir une eau de qualité, d'avoir un air respirable et d'avoir une biodiversité foisonnante? Pas grand monde, mais effectivement, ça implique des décisions qui peuvent être difficiles, ça implique des dépenses. Il y a des enjeux qui parfois viennent s'opposer à ça. Euh, mais malheureusement, souvent, on a des élus qui campent un petit peu sur leur position et parfois même dans des postures, puisque comme on l'évoquait, la droite avec le PPE, avait mis en première priorité pour la mandature le Green Deal, ce qui était vraiment formidable, je pense il faut le dire. Et maintenant, on voit que voilà, c'est un petit peu la girouette qui a senti le vent tourner et qui considère plus du tout que c'est un enjeu important, alors qu'on a besoin à la fois de visibilité et d'une action pérenne dans le temps pour obtenir des résultats. Alors justement, techniquement, est-ce que donc c'est très long à mettre en place, les mesures, on le voit sur la restauration de la nature, sur les processus sont très longs. Est-ce que ça se détricote beaucoup plus facilement que ça ne se met en place? C'est-à-dire, est-ce que ce qui a été décidé, notamment il y a, vous l'avez dit dans plusieurs programmes, l'idée de je crois que c'est le PC qui émet des réserves ou de revoyure sur la fin de vente des véhicules thermiques en 2035. L'extrême droite qui est quasiment, bah, vous l'avez dit aussi en introduction, qui eux reviennent sur tout le Green Deal. Est-ce que ça, c'est facile? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir rapidement une remise en cause totale de décisions qui ont été prises? Je peux commencer si tu veux, Nathan. Bah, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a déjà l'aspect purement juridique, où dans chaque règlement, dans chaque directive, il y a une clause de révision fixée à une certaine date. En général, c'est 2 ou 3 ans après l'adoption du règlement. Et donc, à chaque fois, effectivement, pendant cette révision, on peut revenir sur le texte, donc soit pour le renforcer, soit pour assouplir certaines dispositions. Après, il y a un aspect plus politique où, en fait, la Commission européenne, au mois de juillet, elle va mettre à l'agenda un certain nombre de choses dans son programme de travail. Et ça va être influencé donc par les priorités des chefs d'État et par l'issue des élections européennes et comment on interprète le résultat des élections européennes. Donc, si on interprète en fait ce résultat comme ras-le-bol du climat ou je sais pas, quelque chose comme ça, alors oui, bah, la Commission pourrait être incitée effectivement à revenir sur certaines victoires, je pense. Je pense que c'est un risque qui est possible et le mettre à l'agenda de son programme de travail, quoi. Après, supprimer dans son entièreté le Green Deal, honnêtement, ça me paraît quand même pas réaliste. Mais revenir sur certaines lois qui font tiquer beaucoup de parties, notamment la fin de vente. À voir. Après, il faut aussi distinguer entre les républicains en France qui demandent ces reculs-là et le PPE au niveau européen qui, dans son programme, soutient le Green Deal. Donc, c'est pas parce qu'il y a des partis français qui demandent ça que c'est valide non plus dans l'hémicycle européen total, quoi. Très bien. Je ne sais pas si Nathan, tu veux rajouter un mot pour conclure, parce que ça va être la dernière. D'accord, mais alors oui, je lis ça encore à une autre question. Euh, il est demandé si le président ou la présidente de l'UE, le choix est déjà acté. Alors non, il est pas encore acté. Comme on l'a évoqué, Ursula von der Leyen, candidate pour un second mandat, et comme a priori le PPE va rester le premier parti européen, il est vraisemblable qu'elle soit reconduite. La question, ça va être aussi où est-ce qu'elle va chercher sa majorité puisque sur les sujets environnementaux, ça sera fondamental. Et malheureusement, a priori, pour l'instant, c'est plutôt une majorité du côté de la droite la plus conservatrice, avec notamment, on entend là récemment des tractations auprès de Giorgia Meloni en Italie, et donc deux partis qui vont pas être vraiment ambitieux. Voire pas du tout sur les questions environnementales, sociales. Euh, et, et pardon. Oui, ah, désolé, j'ai perdu le fil. Ce que je voulais dire. Je disais que l'alliance Non, qui permettrait à la présidente et à Ursula von der Leyen d'accéder à la présidence pourrait être avec des partis qui ne sont pas nécessairement très pro. Oui, voilà, voilà. Même si, comme Caroline l'a dit, le Green Deal, c'est une initiative, on peut le dire, du PPE.
Donc, ce serait quand même vraiment regrettable et incompréhensible qu'ils reviennent largement dessus, alors que là, dans les derniers mois, ils ont quand même réussi à s'aborder des textes qu'ils avaient eux-mêmes mis en place simplement par calcul électoral, quoi.